En 1800, un dictateur de 30 ans a créé une banque qui survivrait aux empires, traverserait les guerres mondiales et contrôlerait secrètement l'économie européenne pendant plus de 200 ans. Napoléon Bonaparte n'a pas seulement conquis avec des armées, il a transformé l'argent lui-même en arme de guerre. Et voici le plus terrifiant. Sa machine financière fonctionne toujours aujourd'hui, dissimulée au cœur même du système qui contrôle vos euros en ce moment précis. Voici l'histoire du plus grand hold-up de l'histoire, où l'arme était une banque et la cible un continent entier. 18 janvier 1800. Pendant que Paris dort, une réunion secrète se tient à l'hôtel Massiac. Parmi les présents, Napoléon Bonaparte, premier consul de France, et une douzaine des banquiers les plus riches d'Europe. La France est en faillite. 10 années de révolution ont détruit l'économie. La monnaie ne vaut plus rien. L'inflation écrase les citoyens ordinaires. Les banquiers privés contrôlent tout, saignant la nation avec des prêts usuraires. Mais Napoléon a un plan si audacieux qu'il changera à jamais le cours de l'histoire européenne. Il va créer une banque. Mais pas n'importe quelle banque. Une banque contrôlée par l'État, mais qui inspire la confiance d'une institution privée. Une banque détenant le monopole absolu sur toutes les missions monétaires nationales. Une banque qui deviendra l'arme la plus puissante que Napoléon maniera jamais. Cette nuit glaciale de janvier, Napoléon fonde la Banque de France. Les hommes présents dans cette pièce ignorent qu'ils signent un document qui contrôlera encore la finance européenne 224 ans plus tard. Mais pour comprendre pourquoi cette banque est devenue indestructible, vous devez découvrir ce que Napoléon a appris des plus grandes catastrophes financières de l'histoire. Napoléon était obsédé par l'histoire. Il a étudié chaque catastrophe financière que l'Europe avait connue. John Law, 1720, la bulle du Mississippi. Un banquier écossais convainc la France d'adosser sa monnaie papier à la spéculation sur les colonies américaines. La bulle éclate. L'économie française s'effondre. Des milliers de personnes ruinées du jour au lendemain. Première leçon pour Napoléon. La monnaie doit être adossée à des actifs réels. Ensuite, il y avait la Banque d'Angleterre, fondée en 1694. Propriété privée de familles fortunées, mais dotée de privilèges gouvernementaux. Ça fonctionnait, mais elle servait d'abord les riches, ensuite la nation. Deuxième leçon pour Napoléon. L'État doit garder le contrôle. Napoléon conçoit alors quelque chose que personne n'avait jamais tenté auparavant. Une banque avec 3 caractéristiques révolutionnaires. Premièrement, l'État posséderait la part majoritaire de la banque, mais les investisseurs privés pourraient également y participer. Cela lui conférait de la crédibilité. L'argent privé signifiait une responsabilité privée. Deuxièmement, la banque détiendrait le monopole exclusif d'émission de la monnaie française. Aucune concurrence. Contrôle total. Troisièmement, chaque billet serait adossé à des réserves d'or, du métal véritable, une valeur réelle, une confiance inébranlable. C'était brillant. En 1803, 3 ans seulement plus tard, la Banque de France obtient le monopole total sur l'émission de tous les billets français. Réfléchissez à ce que cela signifie. Une seule institution, la vision d'un seul homme, contrôlant l'intégralité de la masse monétaire française. Et Napoléon s'apprête à transformer cette banque en machine de guerre. Entre 1803 et 1815, Napoléon affronte pratiquement toutes les grandes puissances d'Europe. L'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne, l'Angleterre. Les armées doivent être nourries, équipées, payées. Les monarques traditionnels levaient des fonds par une taxation brutale ou en empruntant à des taux d'intérêt ruineux auprès de banquiers privés. Napoléon, il imprime l'argent, mais voici le génie de la manœuvre. Il le fait avec prudence. Les réserves d'or garantissent la monnaie. L'inflation reste maîtrisée. La confiance demeure intacte. Les billets français circulent dans toute l'Europe conquise. À Milan, à Amsterdam, à Varsovie. La Banque de France devient le moteur financier du plus grand empire européen depuis Rome. Et puis vint Waterloo. Juin 1815. Napoléon est vaincu, exilé sur une île perdue dans l'Atlantique. Son empire s'effondre en quelques semaines. Mais la banque survit. La monarchie des Bourbons est restaurée. On pourrait penser qu'ils détruiraient la création de Napoléon, n'est-ce pas? Ils n'en font rien. Pourquoi?
Parce que celui qui contrôlait la banque contrôlait la France. C'était aussi simple que ça. Observez ce qui se passe ensuite. 1830, révolution. La banque survit. 1848, nouvelle révolution. La banque survit. 1870, guerre franco-prussienne, la République remplace l'Empire. La banque survit. Les gouvernements montent et tombent. Les idéologies changent. Les révolutions vont et viennent. Mais l'institution créée par Napoléon devient immortelle. La banque est désormais plus puissante que n'importe quel empereur. Et si vous avez un sentiment de déjà-vu concernant les banques centrales modernes, vous avez raison, parce que ce modèle va se propager sur tout le continent. L'Europe post-napoléonienne fait face à un problème. Chaque nation doit moderniser son système financier. Et toutes se posent la même question. Quel est le meilleur modèle? La réponse se trouve à Paris. Une à une, elle copie le plan de Napoléon. Italie, 1893, crée la Banca d'Italia. Même structure que la Banque de France. Belgique, 1850, Banque nationale de Belgique. Même modèle. Espagne, 1856, Banco d'Espagna. Même stratégie. Et comme par hasard, des conseillers financiers français sont là pour aider à concevoir ces banques. Quelle coïncidence. Ensuite, il y a l'Empire colonial. Des succursales de la Banque de France s'ouvrent à Alger, au Sénégal, en Indochine, à Madagascar. Des centaines de millions de personnes, sur plusieurs continents, utilisent désormais une monnaie contrôlée par l'institution de Napoléon. L'armée de Napoléon a conquis des territoires. Sa banque a conquis des économies. Et puis vint l'épreuve ultime. Août 1914. La Première Guerre mondiale éclate. L'Europe se déchire. Des millions de morts. Les empires s'effondrent. L'ancien monde brûle. Vous savez ce qui ne brûle pas? Les banques. La France a besoin d'argent pour se battre. Où le trouve-t-elle? Elle l'imprime. La Banque de France fait tourner les presses jour et nuit. En 1920, le franc a perdu 80% de sa valeur. L'hyperinflation dévaste l'épargne. Les économies de toute une vie s'évaporent. Mais la banque elle-même, toujours debout, toujours puissante, toujours indispensable. Parce que voici le secret inavouable. Les gouvernements ne peuvent pas fonctionner sans leur banque centrale. Même quand ces banques détruisent la monnaie, elles sont trop importantes pour être éliminées. Et puis vint un chapitre encore plus sombre. Juin 1940. L'Allemagne nazie conquiert la France en 6 semaines. La croix gammée flotte sur Paris. Le gouvernement français s'enfuit. C'est là que l'histoire devient inconfortable. Les nazis occupent la Banque de France. Et ils prennent une décision fascinante. Ils la maintiennent en activité. Pourquoi Hitler préserverait-il une institution française? Parce que même les nazis avaient besoin de la machine monétaire de Napoléon. Ils en avaient besoin pour extraire la richesse de la France. Ils en avaient besoin pour financer leur effort de guerre. Ils en avaient besoin pour contrôler l'économie française. Les directeurs de la banque se retrouvent face à un choix impossible. Collaborer et préserver l'institution, ou résister et la voir détruite. La plupart choisissent la préservation. Pendant 4 ans, la Banque de France fonctionne sous supervision nazie. Les réserves d'or sont déplacées. La monnaie est imprimée pour payer l'occupation. La machine continue de tourner. Et puis, 1944, la libération. Les nazis battent en retraite. De Gaulle revient à Paris. Qu'arrive-t-il aux directeurs de la banque qui ont collaboré? Certains sont enquêtés, quelques-uns sont punis. Mais l'institution elle-même, pardonnée, restaurée, trop importante pour être punie. Voici le schéma que vous devez comprendre. La Banque de France ne sert pas les gouvernements. Les gouvernements la servent. La France d'après-guerre est dévastée. Les villes sont en ruine. L'économie est brisée. Mais la banque, elle planifie déjà l'avenir. Et c'est là que l'histoire prend son tournant le plus audacieux. Parce que la même institution qui a servi des rois, des empereurs, des républicains et même des nazis s'apprête à réaliser son plus grand coup, prendre le contrôle de tout le système financier européen. Le traité de Maastricht entre en vigueur. Il contient une exigence curieuse. Toutes les banques centrales européennes doivent devenir indépendantes de leur gouvernement. La Banque de France devient officiellement indépendante, en théorie. Mais observez ce qui se passe ensuite. L'euro est lancé. L'Europe obtient une monnaie unique contrôlée par une institution unique, la Banque centrale européenne à Francfort.
Maintenant, qui pensez-vous a contribué à concevoir ce système? Regardez la structure organisationnelle de la BCE. Regardez son modèle de gouvernance. Regardez sa relation avec les États membres. C'est le plan de Napoléon. Élargi. Appliqué à un continent entier. Les gouverneurs de la Banque de France deviennent membres du directoire de la BCE. Des officiels français occupent des postes clés dans la politique monétaire européenne. L'expertise, la connaissance institutionnelle, la stratégie, tout circule de Paris vers Francfort. Aujourd'hui, la Banque de France gère 120 milliards d'euros d'actifs. Elle contrôle les réserves d'or de plusieurs nations. Elle forme les responsables qui fixent les taux d'intérêt pour 340 millions d'Européens. Laissez-moi vous donner un exemple concret. La crise de la dette grecque explose. La Grèce se noie. La réponse européenne? Austérité, prêts conditionnés, ajustement structurel. Ça vous semble familier? Ça devrait. C'est exactement la même stratégie que les banques européennes utilisaient avec les nations endettées dans les années 1800. Prêter de l'argent. Imposer des conditions. Contrôler la politique économique. Les visages changent. La technologie évolue. La structure de pouvoir fondamentale, inchangée depuis que Napoléon l'a conçue. En ce moment même, à Paris, la Banque de France emploie plus de 10 000 personnes. Elle influence les décisions de politique monétaire qui déterminent si vous pouvez vous permettre votre crédit immobilier, si votre épargne perd de la valeur à cause de l'inflation, si votre pays peut emprunter à des taux abordables, et vous n'avez voté pour aucun d'entre eux. Voilà ce que signifie l'indépendance en pratique. Indépendante de la responsabilité démocratique. Indépendante du contrôle public. Indépendante des gens dont elle affecte la vie. Alors, que contrôle concrètement cette institution vieille de 224 ans dans votre vie quotidienne? Chaque euro dans votre portefeuille est géré par le système de Napoléon. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait littéral. Quand la Banque centrale européenne fixe les taux d'intérêt, le gouverneur de la Banque de France est dans la salle. Quand il décide combien d'argent imprimer, la connaissance institutionnelle française guide la décision. Quand ils répondent aux crises financières, ils utilisent un manuel écrit en 1800. Permettez-moi d'être concret. Crise financière. Les banques s'effondrent. Les économies implosent. La réponse de la BCE? Imprimer de l'argent. Des quantités massives. Ça vous rappelle quelque chose? Pandémie de Covid. Les économies s'arrêtent. La réponse de la BCE? Imprimer encore plus d'argent. Des milliers de milliards d'euros créés à partir de rien. L'inflation atteint 10% dans certains pays européens. Votre facture d'épicerie double. Votre épargne perd de la valeur chaque jour. Pourquoi? Des décennies d'impression monétaire qui finissent par rattraper l'économie. Et qui a pris ces décisions? Des banquiers centraux non élus utilisant des méthodes développées il y a 224 ans par un dictateur. Vous ne pouvez pas les démettre par un vote. Vous ne pouvez pas les licencier. Vous pouvez à peine comprendre ce qu'ils font parce qu'ils parlent délibérément un jargon technique. C'est le problème du pouvoir sans responsabilité. Napoléon a compris quelque chose de profond. Contrôlez l'argent, vous contrôlez tout. L'emploi, les prix de l'immobilier, les prêts aux entreprises, les emprunts gouvernementaux. Tout découle de celui qui contrôle la monnaie. Et en ce moment, ce système, son système, contrôle la vie économique de centaines de millions de personnes. La Banque de France n'est pas une vieille curiosité historique. Ce n'est pas une pièce de musée. C'est une institution active et puissante qui prend des décisions sur votre avenir financier chaque jour. Alors, quel est le verdict final sur la plus grande arme de Napoléon? Napoléon Bonaparte est mort en exil à Sainte-Hélène en 1821, seul, vaincu, son empire réduit à une minuscule île dans l'Atlantique. Mais sa banque? Elle vient de fêter ses 224 ans. Elle a survécu à la restauration de la monarchie. Elle a survécu à de multiples révolutions. Elle a survécu à 2 guerres mondiales. Elle a survécu à l'occupation nazie. Elle a survécu à l'effondrement des empires et à la naissance des démocraties. Pourquoi? Parce que Napoléon a compris quelque chose que les rois et les présidents n'ont jamais saisi. Les armées peuvent être vaincues, les empires s'effondrent. Mais celui qui contrôle l'argent contrôle tout. En ce moment même, à Paris, à Francfort,
À Bruxelles, les descendants de l'arme financière de Napoléon prennent des décisions concernant votre inflation, vos taux d'intérêt, votre avenir économique. Et voici la vérité inconfortable. Ça fonctionne exactement comme prévu. La Banque de France a été l'institution la plus stable de l'histoire française. Plus stable que n'importe quel gouvernement. Plus durable que n'importe quelle constitution. Plus puissante que n'importe quel élu. Ce n'est pas un accident, c'est la conception. Napoléon a créé une institution qui survivrait aux empires parce qu'il l'a construite pour être essentielle, irremplaçable, la seule chose dont chaque gouvernement, quelle que soit son idéologie, aurait besoin pour survivre. La Banque de France n'est pas simplement une banque, c'est l'arme la plus efficace que Napoléon ait jamais créée, et contrairement à sa grande armée, elle ne s'est jamais rendue. Peut-être ne vivons-nous pas dans l'Europe post-napoléonienne. Peut-être vivons-nous encore dans l'Europe de Napoléon. Nous l'appelons simplement autrement maintenant. L'Union européenne, la zone euro, le système financier moderne, des noms différents, la même structure de pouvoir. Il y a 224 ans, un dictateur de 30 ans a signé un document à Paris. Tous les présents dans cette pièce sont morts depuis longtemps. Leurs enfants sont morts. Leurs petits-enfants sont morts. Mais la machine qu'ils ont créée fonctionne toujours puissante, contrôlant toujours la vie économique d'un continent entier. L'euro dans votre poche n'est pas seulement une monnaie. C'est une idée vieille de 200 ans qui a conquis l'Europe sans tirer un seul coup de feu. Et c'est peut-être la partie la plus effrayante. L'arme est si efficace, si intégrée, si essentielle, que nous ne la voyons même plus comme une arme. Nous l'appelons le système financier. Nous l'appelons la politique monétaire. Nous disons que c'est nécessaire. Napoléon sourirait à cela. Parce que la plus grande victoire n'est pas de conquérir vos ennemis, c'est de leur faire croire qu'ils n'ont jamais été conquis. Si cette histoire vous a fait repenser tout ce que vous croyiez savoir sur l'argent et le pouvoir, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, saviez-vous que les banques centrales avaient autant de contrôle sur votre vie? Abonnez-vous à cette chaîne parce que la semaine prochaine, nous exposons une histoire encore plus sombre. Les origines secrètes de la Réserve fédérale et la conspiration de Jekyll Island qui a changé l'histoire américaine à jamais. Toutes les sources et documents historiques que j'ai utilisés pour cette vidéo sont dans la description. Allez les lire vous-même. Ne me croyez pas simplement sur parole. Et partagez ceci avec quelqu'un qui pense que l'argent est ennuyeux. Parce que l'argent n'est pas ennuyeux. L'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir est toujours l'histoire la plus fascinante de toutes.